Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre et rebonjour à ceux qui sont avec nous depuis le début de la matinée. C'est une masterclass à laquelle vous allez assister à présent sur le thème des micro-organismes, ces organismes qu'on ne voit pas et qui sont pourtant décisifs sur le monde tel qu'il est autour de nous et même sur ce que nous sommes. À vrai dire, nous n'existerions pas sans eux, vous en serez convaincus après avoir écouté le scientifique qui va vous parler pendant une bonne demi-heure et puis ensuite il échangera avec vous, vous pourrez lui poser des questions. Il s'appelle Marc-André Sellos, il travaille au Muséum national d'histoire naturelle, il est spécialiste des champignons et plus généralement de ces micro-organismes qui façonnent le monde. Je vous demande de l'accueillir, Marc-André Sellos. Alors, je vous remercie d'être venus nombreux parce que vous n'en avez peut-être pas le sentiment, mais vous êtes plusieurs centaines de milliards dans la salle. Oui, je vois déjà ceux qui ont compté que les hommes. Et en fait, c'est un peu naturel parce qu'on voit très bien les autres. On voit peut-être une ou deux plantes. Non, c'est pas très végétalisé. Enfin, on voit les choses qui sont grosses, mais manque de chance, le vivant, il n'est pas gros. Vous êtes l'exception. Vous êtes l'exception parce que la plupart des êtres vivants sont faits de petites cellules qui vivent toutes seules et qui font entre 1 millième et 1 centième de millimètre. Ouais. En fait, la plupart des êtres vivants, et regardez vos mains. Regardez vos mains. Au fond de vos paumes, il y en a plusieurs millions. Alors, ils ne sont pas gros, hein, parce que même à plusieurs millions, on ne les voit pas. La plupart des êtres vivants, c'est des bactéries. Ça fait 1 millième de millimètre. C'est des champignons qui font des filaments un peu ramifiés, qui se recollent entre eux, qui ont un diamètre d'une centaine de millièmes de millimètre. En fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes entouré. Alors, il y a aussi d'ailleurs dans les champignons, des champignons qui ne sont pas faits de filaments, mais dont les cellules se séparent au fur et à mesure qu'elles se produisent. C'est ce qu'on appelle les levures. Il y en a dans la pâte à pain, par exemple. En fait, on est environné de ce monde de microbes. Microbes, c'est des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Ils sont très petits et très nombreux. Et très longtemps, on s'est dit, bon, ben voilà, ils sont là. Quand on a commencé au 19e à se demander pourquoi on était malade, on a découvert que certains d'entre eux nous rendaient malades. C'est les travaux de Pasteur, par exemple, ou de Corps. Mais, jusqu'à une date récente, ils faisaient un peu partie du décor. Puis ils sortaient du décor des fois pour nous rendre malades. Ou rendre malades les plantes. Vous avez tous eu un bégonia ou un géranium qui a crevé à cause d'un champignon. Enfin, c'est la vie courante. Sauf que non, ce n'est pas la vie courante. La vie courante, c'est qu'ils ont construit le monde et qu'ils contribuent encore à le construire. Alors, je voudrais, pour vous illustrer ça, faire 4 spots sur l'histoire de la Terre. Et commencer mon premier spot il y a 3 milliards d'années environ. Il y a déjà de la vie sur Terre. Hein. Mais cette vie, bon, elle est faite surtout de microbes, hein, il n'y a rien de visible à l'œil nu. Si vous vous baladez à cette époque-là, vous ne voyez apparemment rien. C'est bourré de microbes et à un moment, il y en a qui vont inventer la photosynthèse. La photosynthèse, c'est comment utiliser la lumière solaire pour fabriquer du sucre à partir du CO2 de l'air. C'est des bactéries qui vont inventer ça. Je vais vous donner leur nom, c'est des cyanobactéries. Alors regardez les cheveux de votre voisin, ça fait partie des bactéries qu'il y a sur ses cheveux. Il y a des bactéries, des cyanobactéries qui nous utilisent juste pour se mettre à l'air, à la lumière. On en a sur nous. Ces cyanobactéries inventent la photosynthèse, et vous savez que la photosynthèse, ça fait de la matière organique, du sucre, ok, mais ça fait un autre gaz qui est très abondant dans l'atmosphère, l'oxygène. Vous savez qu'il y a presque 20% d'oxygène dans l'atmosphère. Et bien figurez-vous qu'il y a 3 milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Ce n'était pas un composant de l'atmosphère. L'oxygène est apparu comme un déchet, un produit, un sous-produit de la photosynthèse de ces organismes. Il n'y avait pas d'oxygène. Aujourd'hui, vous êtes habitué à ce qu'il y ait 20% d'oxygène. D'ailleurs, vous êtes aussi, hélas, habitué à ce qu'il y ait des incendies, parce qu'il y a de l'oxygène dans l'air. Les forêts brûlent. À l'époque, il n'y avait pas de feu. Il n'y a pas d'oxygène. Alors ces bactéries vont accumuler l'oxygène, elles vont l'accumuler, et en fait cet oxygène va avoir un effet pervers à un moment, c'est qu'il va rouiller tout le fer.
Aujourd'hui, 99% des ressources de fer qu'exploite l'homme, ça vient de gisements qu'on appelle les fers rubanés, qui ont tous 2 milliards d'années. Ben oui, parce qu'il y a 2 milliards d'années, l'oxygène qui s'était accumulé est devenu si abondant qu'il a commencé à rouiller tout le fer. Et le fer rouillé, ce n'est pas soluble dans l'eau, ça tombe au fond de l'eau, au fond des lacs, au fond des mers. On a mis en place des tas de fer à cause de cet oxygène. Et ça, par parenthèse, ça a une conséquence catastrophique. C'est que la vie a manqué de fer. Et pendant 1 milliard d'années, après ce dépôt de fer, il n'y a pratiquement pas de vie sur Terre. Enfin, il y a des trucs qui traînaillent, mais il n'y a pas de nouvelles espèces qui apparaissent. C'est ce que les géologues appellent le milliard ennuyeux. Il y a 1 milliard d'années où il ne se passe pratiquement rien. Pourquoi? Parce que les organismes, ils n'ont plus de fer, et en plus, il y a de l'oxygène qui est apparu. Or, l'oxygène, vous savez que c'est dangereux, ça fait des oxydations, ça fait des radicaux libres, c'est ce qui fait qu'on vieillit, c'est ce qui fait que notre peau se fripe, c'est une des choses qui fait qu'on a des cancers. L'oxygène, c'est quelque chose que le vivant a du mal à gérer des fois. Donc, pendant 1 milliard d'années, il y a beaucoup d'oxygène qui s'est accumulé, il n'y a plus de fer, c'est la cata totale. Mais au moins, on a mis de l'oxygène dans l'atmosphère. Et lentement, au bout d'1 milliard d'années, j'arrive à mon 2e épisode, là, il y a des organismes qui vont non seulement arriver à supporter l'oxygène, mais bien plus, ils vont l'utiliser. Vous avez idée de qui c'est? Mais c'est vos ancêtres, tout simplement. C'est vos ancêtres qui apprennent à respirer. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser cet oxygène pour dégrader du sucre, c'est une sorte de feu cellulaire, si on veut, et récupérer cette énergie pour vivre. Donc, on a fait de l'oxygène. Au début, ça a été chaotique, mais au moins on a mis en place l'oxygène qui fait qu'aujourd'hui la Terre est vivable pour nous. Puis apparaissent des organismes capables d'utiliser l'oxygène. Qui sont ces organismes? Figurez-vous que ce sont encore des bactéries. Et c'est tellement vrai, cette histoire, qu'en fait, ce n'est pas nos ancêtres qui ont inventé la façon d'utiliser l'oxygène, vous savez. Bon, reprenons les choses vues d'ici. Quand mes cellules utilisent de l'oxygène, ça se fait dans une petite partie de la cellule qu'on appelle les mitochondries. C'est un peu technique. Les mitochondries, c'est des petits bouts de la cellule. Et ils ont une particularité, ces bouts de la cellule, regardez mes mains, ils ont une forme comme ça, ils grandissent, et à un moment, ils se séparent en deux et ça donne 2 mitochondries. Ça avait beaucoup interloqué les premiers observateurs qui s'étaient dit, tiens, ça ressemble à des bactéries qui vivraient dans la cellule et qui s'y diviseraient. Alors, il y a eu beaucoup de débats, il y en a qui étaient morts de rire en disant, bah voilà, des bactéries dans les cellules. Ah oui, mais sauf que plus tard, dans les années 60, on a trouvé de l'ADN, des gènes dans les mitochondries. Et ces gènes sont des gènes de bactéries. Donc, je vous refais l'histoire différemment. En fait, nos ancêtres à nous les champignons, nous les plantes, nous les animaux, nos ancêtres à nous, ils ont adopté une bactérie capable de respirer qui fait la respiration pour eux. Et aujourd'hui encore, dans nos cellules, dans chacune de nos cellules, vous avez entre 10 et 100 mitochondries, donc entre 10 et 100 bactéries, qui vous permettent de respirer. Vous réalisez ça? Que quand vous dites « je », il y a vos cellules, mais il y a ce qu'elles contiennent, il y a des bactéries, il y a 2 choses qui disent « je ». Alors elles sont maintenant très intimement mélangées, mais l'énergie pour dire « je », elle vient des mitochondries. Ouais. Donc, vous voyez que l'invention de la respiration, c'est encore une invention de microbes, et que nos ancêtres, qui à l'époque ne ressemblaient pas du tout à des animaux ou à rien du tout, c'était des cellules un peu plus grosses, qui ont abrité des bactéries qui leur ont permis de respirer. Et non seulement ça leur a permis de respirer, mais en plus, comme ces bactéries, comme ces mitochondries utilisent l'oxygène, il y en a moins dans la cellule, donc c'est moins toxique. Donc non seulement ça faisait de l'énergie, mais en plus, en consommant l'oxygène dans la cellule, ça réduisait la toxicité de l'oxygène. C'était double avantage. Donc nous-mêmes, nous sommes héritiers de ça. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent les midi-chloriens, ça vous dit quelque chose? Amateurs de Star Wars? C'est les midi-chloriens qui font la force des Jedi. Eh bien, Lucas, il s'est inspiré tout simplement des mitochondries dans cette histoire. Il connaissait les mitochondries faisant notre énergie, puisqu'elles font notre respiration, elles permettent notre respiration, c'était ça. Donc, alors j'ai fait l'oxygène, j'ai fait l'atmosphère, j'ai adapté le vivant et j'ai les organismes qui sont adaptés à l'oxygène maintenant qui respirent. Bon, j'ai de l'oxygène dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui va se passer dans la haute atmosphère? Sous l'effet des rayonnements solaires,
l'oxygène se réorganise, l'oxygène gazeux, ces deux molécules d'oxygène, il se réorganise en ozone. L'ozone, c'est 3 atomes d'oxygène. Bon. Ça, cette réorganisation de l'oxygène en ozone, ça filtre les UV. Et c'est énorme. Parce que tant qu'il y avait des ultraviolets qui arrivaient massivement sur Terre, on ne pouvait vivre que dans l'eau. Parce que l'eau filtre les UV. Ailleurs, on prenait des coups de soleil, et pour des microbes ou des petits organismes comme il y avait à l'époque, prendre un coup de soleil, c'était la destruction de l'ADN, c'était des mutations, c'était mortel. Donc, la Terre émergée devient habitable. C'est énorme. Vous savez qu'il y a des gens sur Terre maintenant. Oui. La Terre devient habitable. Et je passe à mon 3e épisode. Mon 3e épisode, il a eu lieu il y a 500 millions d'années. Les plantes vont être capables de se développer sur Terre. Pourquoi? Parce que la Terre est devenue vivable, mais de l'oxygène, il y en a depuis 2 milliards d'années au moins des quantités élevées. Donc c'était habitable avant. Comment ça se fait que l'apparition des plantes sur Terre ait pris si longtemps? La Terre était habitable bien avant, et finalement, il n'y a que 500, pour être très exact, 570 millions d'années qu'il y a des plantes sur Terre. Le paradoxe avait été repéré, puis les gens ne comprenaient pas trop pourquoi. L'étude des fossiles des premières plantes terrestres nous raconte une histoire de microbes. Ces plantes-là n'ont pas de racines. Bon, on les retrouve fossilisées, plus ou moins bien conservées. Il y a un site en Écosse, c'est le site de Riney, c'est d'ailleurs aussi le nom d'un whisky qui est fabriqué là-bas. Bon. Et à Riney, on a des fossiles très bien conservés. On peut même faire de la microscopie pour regarder de quoi sont faites les plantes, des plantes qui ont 400 millions d'années. Alors, elles sont conservées dans de la pierre, bien sûr. Mais comme c'est très bien conservé, on peut faire la microscopie, on peut reconstituer en 3 dimensions à quoi ça ressemble. Alors, quand je dis plantes, ne vous surexcitez pas, c'est haut comme ça. C'est les premières plantes terrestres, ce n'est pas encore des forêts. Et quand on les reconstitue, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas de feuilles, elles ont juste des axes verts ramifiés, un peu comme des cactus, si vous voulez, mais sans épines. Bon, ok, il n'y avait pas encore de feuilles à l'époque, admettons, et elles n'ont pas de racines. C'est-à-dire que c'est des axes qui rampent, puis qui se redressent en se ramifiant. C'est bizarre, Pas de racines. Comment peuvent-elles aller chercher l'eau dans le sol? Comment peuvent-elles aller chercher l'azote, le phosphate dans le sol? C'était assez paradoxal. En même temps, ce n'est pas paradoxal, parce que vous savez que les plantes terrestres descendent des algues. Ce sont des algues qui sont sorties de l'eau, et les algues n'ont pas de racines. Donc, quelque part, d'un point de vue évolutif, le fait que les premières plantes terrestres n'aient pas eu de racines, c'est juste comme leurs ancêtres qui vivaient dans l'eau. Ah oui, quand vous êtes dans l'eau, vous n'avez pas besoin de racines, puisque l'eau vous amène la lumière, l'eau, l'azote, le phosphate, les sels minéraux, il y a tout ce qu'il faut pour une algue dans l'eau. Donc, elle n'a pas besoin de racines pour aller chercher des choses en profondeur. Quand vous êtes sur Terre, les sels minéraux et l'eau sont sous terre. Alors, comment faisaient ces premières plantes terrestres? C'est simple. Elles abritent dans les parties de leurs tiges qui sont prostrées au sol des champignons qui rentrent entre les cellules sans tuer la racine. Et ces champignons, ils sont aussi présents dehors et ils vont faire les courses. Je m'explique. Alors, je vous dirai après pourquoi on pense que ça marchait comme ça, mais en gros, la plante donne du sucre au champignon qui lui permet de grandir et de se développer, et ce champignon dont les filaments, je vous ai dit que les champignons c'est fait de filaments, dont les filaments explorent le milieu, ils vont chercher de l'azote, du phosphate, de l'eau, et ils ramènent ça à la plante. C'est un troc. Et en fait, je vais vous dire pourquoi on pense que ça fonctionnait comme ça. C'est parce qu'aujourd'hui, encore 9/10 de nos plantes, si vous stérilisez complètement le sol, vous allez me dire, si je tue tous les microbes du sol, il n'y aura plus de maladies. Ouais, il n'y a plus de maladies. Mais 9/10 de nos plantes, aujourd'hui, si votre sol est complètement stérile, elles ne poussent pas. Ou alors, il faut mettre des quantités énormes d'azote, de phosphate, d'engrais, de choses comme ça. Mais dans un sol spontané, elles ne poussent pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les racines de nos plantes, maintenant, les plantes, elles ont des racines. Mais les racines n'exploitent pas directement le sol. Elles délèguent ça à des champignons.
qui font exactement les mêmes structures que celles qu'on retrouve dans les plantes qui avaient 400 millions d'années. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est resté, cette histoire-là. Et les racines, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas apparues pour aller chercher de la nourriture dans le sol, elles sont juste apparues comme des quais d'accueil de champignons. Il n'y a qu'un dixième des espèces de plantes qui, tardivement dans l'évolution, et toujours dans des milieux assez riches, ont réussi à faire avec juste leurs racines et plus de champignons. Donc, j'en reviens à mon histoire. Ce qui est sorti de l'eau, ce n'est pas des algues, c'est des algues accompagnées de champignons qui allaient faire les courses, en échange d'un peu de sucre. Et ça a eu des conséquences énormes, mais ça nous explique déjà pourquoi, alors que la Terre était habitable depuis longtemps, il a fallu attendre un certain temps pour que les plantes terrestres apparaissent. C'est qu'il a fallu attendre que par hasard, cette association apparaisse. Et quand elle est apparue, là, les plantes terrestres sont apparues. Et ce greffage de la plante sur des champignons qui vont faire les courses dans le sol, c'est encore le cas. Je vous donne un exemple que vous connaissez très bien. Pourquoi il y a des cèpes en forêt? Parce que ces champignons-là, ils ont des parties souterraines qui sont associées aux racines des arbres. Pourquoi il y a des truffes que sous certains arbres? C'est pareil, la truffe, ces filaments microscopiques, ils sont associés aux racines de ces arbres-là. Vous connaissez certains de ces champignons pour les manger ou en avoir entendu parler. Et mon troisième épisode, qui est l'apparition de la flore terrestre, il a des conséquences extraordinaires. Suivez-moi. Comme il y a davantage de photosynthèse, puisque maintenant sur Terre on a des plantes, et plus juste 2-3 bactéries qui traînent, il y a plus d'oxygène dans l'air. Les premiers feux apparaissent, non seulement parce qu'il y a des plantes à brûler, mais aussi parce que maintenant il y a assez d'oxygène dans l'air. Vous savez, pour qu'un feu se propage, il faut plus de 10% d'oxygène dans l'air. Avant, on était en dessous. Quand les plantes terrestres sont apparues, le taux d'oxygène a augmenté parce qu'il y a eu encore plus de photosynthèse, et on a commencé à avoir des incendies. Il y a plein d'autres conséquences. Si je voulais faire de la pub pour mes bouquins, je vous recommanderais de lire Jamais seul, où je raconte comment les animaux et les plantes sont toujours accompagnés de microbes, et je raconte toutes ces conséquences. Mais juste pour en prendre quelques-unes. Donc on a les incendies qui apparaissent. Bon, alors vous allez me dire, la belle histoire. La deuxième, c'est que comme il y a plus d'oxygène, c'est plus facile de respirer. Des animaux plus gros, qui se déplacent, qui bougent, commencent à apparaître. On commence à avoir des très gros poissons carnivores dans l'eau. Avant, c'était difficile de respirer, c'était pas possible d'avoir un déplacement coûteux ou une masse élevée. Ça devient même possible de se tenir debout, ou droit en tout cas, de se soutenir hors de l'eau. Bah oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous trempez dans une piscine ou dans l'eau, ça va, hein? Il n'y a pas besoin de faire des efforts. Alors que quand vous vous tenez debout, ça fatigue. Ça fatigue, et d'ailleurs, quand on visite une superbe exposition, vers la 7e heure, on commence à avoir envie de s'asseoir. Vous y êtes? Ça demande de l'énergie de se tenir debout. Et bien, comme maintenant il y a beaucoup d'oxygène et qu'on peut produire beaucoup d'énergie grâce à ça, on va avoir des animaux qui vont être capables de se hisser hors de l'eau et de se traîner sur Terre, ce qui demande beaucoup plus d'énergie. Et ils le font d'autant plus que maintenant il y a à manger. Vous y êtes? La rencontre des algues avec des champignons qui les ont nourris, ça a créé les écosystèmes qui nous entourent, et ça a permis l'arrivée des animaux sur Terre peu après la sortie des plantes. Les animaux sortent pour les manger, ou pour manger d'autres animaux qui mangent des plantes. Et qui sort de l'eau à ce moment-là, notamment? Nos ancêtres. Vous y êtes? Cette histoire-là, elle a aussi permis que nous soyons, nous, sur Terre. Bon, alors, donc j'ai fait l'oxygène, j'ai fait la respiration, j'ai fait cet écran d'ozone qui rend la Terre vivable. J'ai mis des plantes dessus, du coup les animaux ont suivi, voilà. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote quand même. Quand vous avez des plantes sur Terre, elles pompent du CO2, vous y êtes? Parce qu'elles font de la photosynthèse, on l'a dit. Donc il y a moins de CO2 dans l'air. En plus, ces plantes, elles ont tendance à altérer les roches par le biais de leurs champignons, dans le sol qui est en dessous. Ça libère du calcium. Le calcium part avec les rivières dans l'océan, et dans l'océan, il précipite avec du CO2 pour faire des calcaires. Donc en fait, cette histoire de vie sur Terre, ça va avoir une conséquence sur le climat, parce qu'il va y avoir moins de CO2 dans l'air, à la fois parce qu'il précipite sous forme de calcaire dans l'eau, et à la fois parce que sur Terre,
il rentre dans la masse des plantes. Et ça va faire un événement glaciaire catastrophique à la fin du Dévonien. C'est un des moments où la vie a foutu le bordel. Je dis c'est une parenthèse parce que je vais ici plus parler de microbes, mais de vous. Il faut que vous réalisiez que c'est consubstantiel à la vie de faire des conneries, c'est-à-dire de modifier le milieu d'une façon qui le rend invivable. Mais cyanobactéries nous ont fait 1 milliard d'années d'ennui avec l'oxygène. En créant les incendies et en provoquant une glaciation qui les a emmerdées elles-mêmes, les premières plantes n'ont pas forcément facilité même leur vie. Vous y êtes ? L'homme, il est profondément normal en déclenchant les catastrophes. C'est naturel. Par contre, est-ce que c'est moral dès lors que nous, on est conscient de ce que ça implique et qu'on peut le lire à l'aune de ce qui s'est passé dans le passé? Là, je vous laisse juge. Mais merder, dans l'évolution de la vie, ça s'est produit des dizaines de fois, c'est naturel. On peut juste espérer que, aujourd'hui, l'intelligence permette d'anticiper les merdes. Alors maintenant, je reviens à mes plantes qui donc ont quand même rendu les écosystèmes terrestres vivables. On est plutôt content de pouvoir être là. Et l'évolution avance, continue, et puis on en arrive à nous, moi, vous. Ceux que vous avez comptés, quand j'ai dit qu'il y avait beaucoup de gens, vous avez commencé à compter ces humains au fond des cellules desquelles il y a des mitochondries déjà. Mais ce n'est pas tout. Un humain, vu du point de vue d'une bactérie ou d'un champignon comme une levure, c'est un immeuble. Il y a plein d'appartements. Parce que c'est énorme. Alors il y a à la fois des surfaces, je vous dis, il y a des cyanobactéries qui se développent dans nos cheveux ou sur notre peau, parce que pour elles, c'est juste un présentoir à la lumière. Il y a des surfaces à coloniser, mais ce n'est pas tout. Il y a des trous. Trous des oreilles, les trous du nez, la bouche, le tube digestif, le vagin. Tout ça, c'est des trous. Et dans les trous, non seulement on est abrité des chocs, de l'abrasion, de la sécheresse, mais en plus, des fois, il y a de la bouffe. Bah oui, de la cire dans le conduit auditif, les sécrétions vaginales dans le vagin, la nourriture qu'on a eue dans le tube digestif. Alors j'entends des gens qui disent « c'est vous, il faut quelque part accepter sa naturalité. Votre naturalité, c'est en particulier qu'il y a de la nourriture dans votre tube digestif et que dans cette nourriture se développent des microbes, que ces microbes, il y a autant de cellules microbiennes dans votre tube digestif que vous ne comptez de cellules humaines. Alors Dieu merci, les cellules de microbes sont plus petites que vos cellules. On l'a dit tout à l'heure à propos des mitochondries. Donc, au total, le contenu microbien de votre tube digestif, c'est 1,5 à 2 kg grand maximum. Ça va, c'est pas trop lourd. Mais réalisez une chose, le cœur du cœur de notre corps, c'est un tas de bactéries dans le tube digestif. Vous êtes un réceptacle à microbes. Et pas seulement un réceptacle, en plus vous êtes une sorte de monstrance au sens où il y en a plein sur vous et donc vous êtes aussi un présentoir à microbes. Ouais. Et alors, vous allez me dire, bon, ok, il y a des microbes, bon, c'est inévitable. Quand j'ai fait mes études, on me disait, ouais, ces microbes, ils sont là, ils se nourrissent un petit peu, soit de la nourriture qu'on a pris dans le tube digestif, soit de nos sécrétions, ou de morceaux de peau morte. Et c'est bon pour eux, mais pour nous, c'est neutre. En fait, dans les 20 dernières années, on a découvert non seulement qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'on ne le pensait. Ah oui, je ne vous ai pas dit, au total, ça fait 5-6 000 espèces par personne. Vous penserez à ça la prochaine fois que vous paierez à l'entrée d'un zoo où il y a, 70 espèces présentées. Vous direz que vous êtes capable de payer pour voir 70 espèces alors que vous en contenez 6 000. Bon, alors c'est vrai qu'elles sont moins visibles, mais alors, par contre, elles sentent. Vos paix, c'est les produits de la fermentation de ces microbes. L'odeur de votre peau, c'est l'odeur de ces microbes. Tiens, sur la peau, vous avez les propionibactéries. Les propionibactéries, on les retrouve dans le gruyère. C'est des bactéries qui font de l'acide propionique. Quand elles fermentent, le déchet, c'est de l'acide propionique. Et l'acide propionique, il a cette caractéristique qu'à faible concentration, une odeur de noisette. Vous savez, la peau bien lavée de votre partenaire, par exemple, la peau bien lavée, elle sent un peu la noisette. Un fromage plutôt jeune a des arômes aussi, un peu de noisette, sympa comme ça. Après, quand le fromage est un peu vieux ou quand le partenaire ne se nettoie pas assez, ça tend vers le vieux gruyère, mais c'est la même chose. Donc, vous les sentez à défaut de les voir. Et
retenez ça parce que souvent notre nez nous raconte des choses que nos yeux n'osent pas nous avouer. Il faut être à l'écoute de ses sens. Bon, alors bien sûr vous allez me dire, bon bah voilà, du coup c'est les puanteurs de notre organisme, tout ça n'a pas l'air de nous aider beaucoup. Non mais attendez, en fait ces microbes nous aident en plein de points. Je vais vous en montrer 2, 3, et après je vais vous montrer le drame quand on les a plus. Premier point, ils nous aident à digérer. Ils sont là avec la nourriture, ils émettent aussi des enzymes, ils dégradent les aliments, tout en même temps que nous le faisons avec nos enzymes. Ils nous aident en fait à dégrader les aliments en petites molécules réutilisables, et ils en réutilisent une partie. Les Asiatiques, par exemple, digèrent le nori. Vous savez ce que c'est le nori? C'est ces algues rouges séchées qui font des feuilles noirâtres qu'on met notamment autour des maquis. Bon, normalement, ces algues rouges sont indigestes pour l'homme. Mais les Japonais, à force d'en manger, ils ont acquis des bactéries qui les aident à digérer ça, et pour eux, c'est un aliment digeste, grâce à l'aide de ces bactéries. Donc ils nous aident à digérer, ils luttent contre les maladies, non seulement parce qu'ils sont présents, et qu'ils font main basse sur toutes les ressources pour les microbes, mais aussi parce qu'ils émettent des antibiotiques. Exemple, 80% d'entre vous sont porteurs de staphylocoque doré, mais au plus, 0,1% auront un jour une maladie à cause du staphylocoque doré. Pourquoi? Parce qu'il est mélangé à plein d'autres bactéries qui l'empêchent de se développer dans le nez. Par exemple, vous avez un staphylocoque qui s'appelle le staphylocoque de Lyon, alors vous devinez où est-ce qu'il a été identifié. Le staphylocoque de Lyon qui produit un antibiotique qui empêche le staphylocoque doré de proliférer. Donc vous avez du staphylocoque doré dans le nez, mais il reste un composant ordinaire. D'accord? C'est important ça. Parce que ça veut dire que le problème, ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir une bactérie pathogène qui peut rendre malade. La question, c'est est-ce qu'elle est bien encadrée? Et qui l'encadre? Eh bien, au premier ordre, c'est les autres microbes. Allez, je vous donne le nom. On appelle microbiotes ces communautés d'organismes microscopiques qui vivent en nous, ou dans les plantes d'ailleurs. Et la question, c'est quel microbiote est là pour faire écran? Allez, encore un autre exemple de ce qu'ils font. Certaines sont capables de jouer sur notre humeur. On sait que certains lactobacilles, il semblerait notamment que ceux du yaourt aient des propriétés semblables, améliorent la résistance au stress. Alors pas de façon colossale, mais dans des tests psychologiques, on s'en aperçoit. D'autres, au contraire, c'est la face négative, les campylobactères par exemple, ont tendance à induire des états dépressifs. Ça ne veut pas dire que notre humeur résulte uniquement, ou notre dépression résulte uniquement de microbes, mais ils font partie du cocktail complexe qui, à un moment, fait qu'on est de bonne humeur ou pas. Bon, en fait, on s'est aperçu que ces microbes avaient un rôle parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un environnement si propre, nous mangeons des aliments si stérilisés par la cuisson ou le nettoyage, et nous vivons tellement entourés de savons, de produits bactéricides. N'achetez pas de produits bactéricides. Quand c'est écrit que ça tue 99,9% des bactéries, c'est un peu plus cher parce qu'il y a un bactéricide, et ça fait ce que je vais vous raconter. À force d'être dans un environnement appauvri en microbes, on commence à avoir des problèmes de santé. Alors, c'est des problèmes de santé complexes qui résultent à la fois de ce que nous sommes génétiquement, et chacun est différent, qui résultent aussi de la façon de vivre, mais qui résultent aussi des microbes. Je vous raconte ces problèmes. C'est les problèmes qui sont en pleine explosion dans le monde moderne. Les diabètes de type 1 et 2 et l'obésité, donc des maladies du métabolisme. Les maladies du système immunitaire qui surréagit, asthme, allergie, ou encore qui attaquent l'organisme. C'est la maladie de Crohn ou la sclérose en plaques. Vous savez, des maladies où le système immunitaire commence à faire des grosses bêtises. Puis, troisième type de maladie, après celle du système immunitaire, les maladies du système nerveux. Parkinson, Alzheimer. Et alors, les gens me reprochent de dire maladie, mais moi j'appelle maladie des choses qui compliquent la vie des gens, mais disons les symptômes, pour faire simple, de l'autisme. On peut ne pas vouloir appeler ça une maladie, mais bon, ça empêche quand même de vivre paisiblement, et notamment ça comporte tout un tas de troubles digestifs. Et ça me permet d'enchaîner sur le fait que toutes ces maladies, toutes, les gens qui sont malades ont une diversité microbienne moins grande que ceux qui ne sont pas malades, dans leur tube digestif, voire pour l'asthme dans leurs poumons, parce qu'il y a aussi des bactéries dans les poumons. 2. Dans toutes ces maladies, il y a des expériences en milieu hospitalier qui montrent que quand on donne des bactéries d'un individu sain à un individu qui est malade, ses symptômes régressent. Alors, pas complètement. Ça veut dire que les causes sont plus complexes. Mais ça veut dire que c'est une des causes. Après, ça régresse, mais ça revient.
Et la raison et ce qui est très intéressant, c'est que les symptômes y reviennent, mais avant que les symptômes reviennent, on voit redériver la composition du microbiote vers moins d'espèces. Vous y êtes? Ça montre quand même un lien causal. C'est-à-dire que quand le microbiote redevient bizarre, les symptômes reviennent. C'est fort tout ça, parce que ça veut dire que bien sûr, les causes de ces maladies sont liées à notre comportement, notre alimentation, ce que nous sommes génétiquement. C'est des causes complexes. Mais les microbes en font partie. Et en fait, quand on a moins d'espèces de microbes, eh ben on commence à avoir ces maladies. C'est un des endroits du monde où la régression de la biodiversité, on en parlait hier avec le prince Charles au muséum, hein, c'est un des endroits du monde où la régression de la biodiversité affecte le plus directement notre santé. Car quand on compare la diversité de microbes que, je ne sais pas, par exemple, vous, madame, au premier rang, vous avez, à celle soit de nos ancêtres, parce qu'on retrouve des crottes ou des plaques dentaires fossiles, et puis on est capable d'extraire l'ADN et de voir quelles bactéries étaient là. Ou quand on compare votre microbiote à celui de gens qui vivent en Amazonie d'une façon pas du tout occidentale, vous avez 1,5 à 3 fois moins d'espèces de microbes. Vous avez autant de cellules, mais elles appartiennent à beaucoup moins d'espèces. Il y a la même quantité de microbes. Ça ne change pas, mais il y a moins d'espèces. Alors évidemment, dans ces espèces, on a bousillé des gèneurs. C'est vrai que du coup, on a évité certaines maladies. Mais, au passage, on a acheté le bébé avec l'eau du bain, on a acheté les bons avec les méchants. Et chez certaines personnes, selon leur mode de vie et selon ce qu'elles sont génétiquement, eh bien, ça fait ces fameuses maladies de la modernité. Je vous parlais de l'autisme tout à l'heure. Multiplié par 3 en 10 ans, un enfant sur 155 en Europe, un enfant sur 88 en Amérique. C'est une épidémie galopante. Et c'est quelque chose qui ne facilite pas la vie. Et c'est un des exemples sur lesquels on a des transferts de bactéries du tube digestif des parents qui n'ont pas les symptômes vers des enfants qui avaient les symptômes, avec des régressions des symptômes durables, sur 2 ans. Alors, ce n'est pas encore des traitements routiniers, d'accord? Mais ce que ça veut dire, c'est que sans notre diversité bactérienne, nous dysfonctionnons. Je le reprends différemment. Notre fonctionnement normal est fait de microbes. Et quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait cette grande idée autour de la question « qu'est-ce qui nous rend malade ?» Les microbes. Si maintenant on pose la question « qu'est-ce qui nous met en bonne santé ?» Eh bien, c'est les microbes aussi. Ça veut dire que demain, il va nous falloir réapprendre à être un peu moins propre, peut-être à se laver moins souvent, une douche tous les jours. On n'est pas adapté à ça, nos ancêtres n'ont jamais été adaptés à ça. Une douche, ce n'est pas toujours avec du savon, ça peut être juste frotter avec un gant. Ça, c'est beaucoup moins agressif pour les microbes de la peau. Et donc, ça peut faire régresser vos eczémas beaucoup plus sûrement que des crèmes stéroïdes. Parce que l'eczéma, c'est une maladie du microbiote. Hein. Là, c'est clair. On voit très bien que la diversité microbienne dans les plaques d'eczéma, elle chute. Et puis, il ne faut surtout pas, bien sûr, se laver avec des savons bactéricides. C'est un non-sens total. Ah, et un détail, puisqu'on est sur la vie quotidienne, oubliez tous les savons liquides. 1, ça coûte beaucoup de CO2 à transporter parce que c'est plus lourd quand il y a de l'eau dedans. Ouais. 2, comme c'est liquide, les phénomènes d'oxydation par l'oxygène, bah oui, l'oxygène que les cyanobactéries ont mis dans l'air, l'oxydation est plus rapide, il faut des antioxydants. 3, comme il y a de l'eau et à manger, il y a des microbes qui se développent dedans, donc il faut des antibiotiques. Donc un savon liquide, c'est un truc qui contient des antioxydants et des bactériostatiques ou des choses qui empêchent les bactéries de se développer. Vous foutez ça sur votre peau, bah, c'est pas bon pour le microbiote. D'ailleurs, entre nous, j'aimerais être sûr que c'est bon pour nous-mêmes. Donc le bilan, c'est le savon sec, voilà, dans les produits ménagers, du vinaigre, du carbonate de soude et tout le reste avec ces produits colorants, parce qu'il paraît qu'il faut que le liquide vaisselle il soit jaune ou orange pour qu'il marche. Tout le reste avec des colorants, des conservateurs, vous bazardez. D'accord, vous allez faire des économies. Et puis, oui, alors du coup, des fois, il faut gratter. C'est un peu comme quand on retire les bactéries qu'il y a sur les dents avec la brosse. Hein. Oui, un peu d'huile de coude. Désolé. Moi aussi, ça me fait chier, j'ai jamais le temps de le faire. Mais bon, à un moment, il faut s'y mettre. Ça permet de nettoyer d'une façon qui n'est pas un nettoyage intégral et qui est à la fois moins toxique pour nous, parce qu'il y a moins de molécules chimiques, et moins toxique pour les microbes. Vous sentez que les microbes, ils sont partout. Ils ont fait l'atmosphère. Bon, on a vaguement dit qu'ils avaient un peu joué avec le climat. On pourrait insister là-dessus, mais le temps est presque écoulé. Ils ont fait l'atmosphère, ils ont peuplé la Terre, ils nous nourrissent, ils nous aident à nous défendre, ils nous aident à digérer. Ils sont partout. Et on ne les voit pas.
Du coup, quand nos ancêtres ont fait des bêtises, je vous en cite 2. Les savons bactéricides. Enfin, j'espère que c'est un truc ancestral, mais c'est pas encore... 2, le labour. Ah oui, quand vous labourez, vous détruisez complètement ces fameux champignons qui aident les plantes à se nourrir. Et en plus, comme après le labour, il n'y a plus de plantes, ils ne sont plus nourris. Donc ceux qui ont survécu, ils meurent de faim. Vous y êtes? Nos ancêtres, quand ils ont mis ça au point, ils ne connaissaient pas les microbes, ils ne connaissaient pas la logique. Ils ont fait au mieux. Et il ne s'agit pas de dire qu'ils ont fait des bêtises. Ça devient une bêtise le jour où on réalise qu'en fait, nous sommes appuyés sur des microbes et que les gestes que nous faisons les abîment et donc nous abîment. Après tout, si on est obligé de mettre beaucoup d'engrais dans les champs, c'est en partie parce qu'il n'y a plus les champignons qui nourrissent les plantes. Et quand vous avez mis des engrais dans les océans, vous avez de l'eau potable qui est plus chère à produire parce qu'il y a plein d'azote dedans, par exemple. Donc, si vous voulez, les problèmes annexes aujourd'hui, ils peuvent être résolus en essayant de revenir à la logique microbienne du monde. L'ambition, c'est demain en médecine et en agronomie et dans votre vie de consommateur, d'avoir des gestes qui sont cohérents avec cette nouvelle vision du monde, à savoir que nous habitons un monde de microbes, à savoir que nous surfons sur un océan microbien qui nous fait et peut nous défaire si nous n'en prenons pas assez soin. C'est ça que je voulais vous raconter. Asseyez-vous là, Marc-André. C'est un vrai plaisir de vous écouter. Et puis alors, chapeau l'artiste, parce que vous aviez un chrono devant les yeux. Vous avez fait ça sans aucune note et vous vous êtes arrêté pile sur le 0, sur votre dernier mot. Un vrai virtuose de la conférence. Vous êtes sûr de votre coup, hein. Vous avez face à vous beaucoup de jeunes gens, voire des enfants. Vous venez de leur conseiller d'arrêter de prendre une douche par jour. On assume complètement ce conseil auprès des parents? La question, déjà, il faut régler par rapport à ces odeurs. On ne produit pas tous autant de sébum. Hein, le sébum, c'est ce que mangent les bactéries qui fait l'odeur. Donc, il y a des gens, ils ont besoin d'une douche par jour. Oui, il y en a d'autres moins. Donc, il faut régler ça, puis ça se règle progressivement. Mais je suis sûr que les garçons sont ravis de m'entendre et les filles trouvent ça dégueulasse. Oui. Je le sais parce que dans les collèges et dans les lycées, je vois bien les têtes. Oui, c'est un peu cliché. Hein. Je ne sais pas si c'est si vrai que ça, mais bon, si c'est votre expérience. Allez, on va prendre des questions de filles et de garçons dans la salle. On vous écoute. N'hésitez pas à lever la main, on va vous apporter un micro et puis quand on vous tend le micro, tenez-vous debout pour qu'on vous voit bien poser votre question. En fait, on ne voit rien parce que... À propos de l'autisme, oui, vous avez parlé d'une baisse de la diversité du microbiote chez les personnes qui présentent ces symptômes, mais il y a eu récemment une étude qui a montré qu'en traitant avec des antibiotiques, on abaissait aussi les symptômes autistiques. Alors, c'est une très très bonne remarque. Alors déjà, ce que j'ai fait remarquer aussi, c'est qu'il y avait des problèmes digestifs qui étaient associés à l'autisme, parfois très très handicapants. C'est une expérience familiale, donc je connais bien l'histoire. Ça peut être très handicapant et ça veut dire juste que la composition du microbiote du tube digestif n'est pas la même et n'assure pas bien les fonctions digestives ou de protection du tube digestif contre les maladies. Alors après, pour rentrer dans le détail, il y a moins d'espèces, mais ce n'est pas exactement les mêmes. Et il y en a certaines en particulier qui produisent des molécules, alors si je rentre dans le détail, notamment des molécules qui augmentent la perméabilité de la barrière entre le sang et les neurones, et qui vont permettre la pénétration de tout un tas de molécules, et d'autres qui font des molécules comme de l'acide isovalérique ou des acides dont j'ai oublié le nom, qui vont, à l'occasion de cette porosité, pénétrer dans le système nerveux et contribuer, être l'une des causes des comportements autistiques. Donc, ça veut dire qu'avec les antibiotiques, vous éliminez les malfaiteurs. Mais ce n'est pas une solution durable parce que vous n'introduisez pas les bienfaiteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez tout à fait raison. Ça résulte du fait qu'en plus d'avoir moins de diversité, il y a des espèces, certaines espèces qui, elles, prolifèrent dans l'espace resté libre et qui contribuent aux symptômes. Donc en les retirant, on a une marge d'adaptation. Oui, on vous écoute. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous apprendre tout ça sur les microbes? Ah, de l'apprendre lui ou de te l'apprendre à toi De l'apprendre à tout le monde. Ah voilà, pourquoi vous venez prêcher la bonne parole sur les microbes auprès de tout le monde? Mais c'est toi. Il y a un petit à la maison.
Et moi, je vis dans un monde où les gens l'abîment sans s'en rendre compte. Et en fait, en abîmant le monde, on s'en fout. C'est l'humanité qu'on abîme. Et donc, moi, rapidement, comme scientifique, je me suis rendu compte que je produisais des tas de données, mais qu'en réalité, il y avait un embouteillage. C'est comme pour la sortie de la salle, là, il paraît que pour rentrer et sortir, il y a des embouteillages. Ben voilà, ça s'appelle un facteur limitant. Vous voyez, si on avait une entrée de cette salle 2 fois plus grande, les gens entreraient 2 fois plus vite. Le facteur limitant, c'est le transfert à la société, aux décideurs, aux politiques, aux citoyens qui vont consommer. C'est le transfert de ses connaissances, d'accord? Et ça, la science, elle est faite pour ça. Elle est faite pour libérer l'homme, pas juste pour être entassé dans des bouquins. Et quelque part, aujourd'hui, il faut prendre, je pense que beaucoup de scientifiques, on en a vu à la table ronde sur le climat auparavant, beaucoup de scientifiques ont réalisé ça, c'est qu'il faut faire le service après-vente aussi, parce que ça ne passe pas vers la société. Or, c'est libérateur. Et moi, j'aimerais que mon fils vive dans un monde mieux géré, et qu'il sache se gérer mieux. Mais ça pourrait être toi. Enfin, tu ne pourrais pas être mon fils, mais tu pourrais être ma fille. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'espoir de contribuer à régler les... Alors, c'est qu'une partie du problème, c'est qu'une partie des solutions, mais de régler les problèmes sanitaires et environnementaux qu'on a aujourd'hui, qui sont, dans les sociétés occidentales, largement créés par nous. À ce sujet, Marc-André, tout à l'heure, vous avez dit, finalement, on est en train de transformer le monde qui nous entoure, comme l'ont fait avant nous des micro-organismes, des bactéries. Sauf que nous, la différence, c'est qu'on est conscient de le faire et qu'on peut arrêter. Est-ce que vraiment les transformations passées par le vivant étaient aussi rapides et drastiques que celles que nous imposons? C'est-à-dire que quand on voit la composition de l'atmosphère avec le CO2 que nos activités dégagent, qui change en un siècle et qui fait augmenter la température de presque 2 degrés au train où vont les choses, est-ce que par le passé, ça a été aussi vite que ça, les transformations des... Parce que vous avez quand même parlé du milliard d'années ennuyeux, donc ça a l'air de s'étaler sur des durées beaucoup plus longues. Alors ça c'est la durée de la remédiation. La catastrophe, sans doute, a été plus lente. On appelle l'extinction, ces moments dans le passé où il y a eu des catastrophes. Ouais. On dit souvent qu'il y en a eu 5, mais c'est qu'on ne sait bien parler que des 5 dernières. En fait, il y en a eu avant, et celle à l'oxygène, elle ne compte pas dans les 5. Elle est trop vieille, on n'a pas les détails de comment ça s'est passé. En revanche, ce que l'on sait, c'est que par rapport aux 5 précédentes, effectivement, les vitesses d'extinction d'espèces aujourd'hui sont 100 à 1000 fois plus rapides que lors des extinctions précédentes. Donc rien dans les phénomènes passés n'a été aussi brutal que ce que nous sommes en train de faire à notre environnement et au monde vivant. Ça c'est clair, mais je vais vous dire... Même la météorite qui a fait disparaître les dinosaures. En fait, il y a eu un pic de disparition au moment où la météorite est tombée, mais après il y a tout ce qui a disparu en cascade parce que les ressources n'étaient plus les mêmes. Et... Donc au total, c'est le chiffre qu'on donne usuellement, on dit 100 000 fois plus vite. Mais je vais vous dire, on parle souvent de crise de la biodiversité. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de crise de la biodiversité. La biodiversité, elle apparaît continuellement dans l'évolution. Continuellement, il y a de nouvelles espèces qui apparaissent. Et c'est pour ça que, même si des fois ça prend 1 milliard d'années, toujours après ces crises, la diversité a réaugmenté en quelques millions d'années. Le problème, c'est nous. C'est que nos enfants ne pourront pas attendre 1 million d'années avant que réapparaissent des bactéries qui sont utiles, avant que réapparaissent des plantes qui sont utiles. Et d'ailleurs, utiles à quoi? On ne peut pas savoir aujourd'hui à quoi serviront les espèces vivantes à nos enfants. Et puis nous ne serons plus là pour voir réémerger le vivant sous une autre forme. Nous serons partis avec l'eau du bain. Ou partis où on survivra comme des gueux, sans le confort qu'on a acquis. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de crise de la biodiversité. Non. Elle en reviendra. Laissez-en un et ça repartira. Non, il y a une crise de la vivabilité pour l'homme sur Terre. C'est ça le truc. On est concerné au premier chef, on est en train de creuser notre propre tombe, si je vous dossier la branche sur laquelle on est. Au moins notre propre mal-être, si vous pensez aux maladies qu'on a évoquées. Allez, des questions dans la salle. Bonjour. En gros, bonjour, j'ai une question. Ah ok, en fait, ça veut dire que si on se lave moins, comment dire, ça veut dire si on se lave avec moins de savon, ça veut dire qu'on devient moins malade. Ça veut dire qu'on a moins de chances de tomber malade. Alors, surtout, bon, tu vas pas forcément tomber malade parce que tu te laves trop, mais ça peut favoriser l'arrivée d'eczéma, d'attraper des mycoses ou d'avoir des problèmes de cicatrisation des plaies. Parce que la vitesse de cicatrisation des plaies dépend de la présence de microbes sur la peau. Donc, si tu veux, c'est pas aussi terrible que ce qui affecte le microbiote du tube digestif. Mais c'est complètement inutile de se nettoyer effectivement trop fréquemment. Alors vous allez me dire, mais moi, si je baisse ma fréquence de douche d'un facteur 2, je vais puer. Mais c'est parce que votre corps, quand vous le nettoyez,
comme vous perdez la partie, surtout si vous mettez du savon, vous enlevez la partie grasse, le film gras qui est en surface, il travaille à en refaire. Et c'est ce film gras qu'on appelle le sébum qui nourrit les bactéries et qui donne la fameuse odeur de gruyère. Donc, plus vous lavez, plus vous faites du sébum, plus donc vous sentirez vite. Mais alors, il y a la période transitoire, quand vous arrêtez, quand vous freinez, c'est problématique. Après, il faut trouver votre rythme. Je me fais un peu l'avocat du savon, c'est-à-dire qu'on nous a quand même appris à l'école, et je pense qu'on l'apprend encore, qu'à une époque, quand on a découvert qu'en stérilisant du matériel, quand on a découvert que les chirurgiens, s'ils se lavaient les mains, enfin, il y a tout un tas de choses en les mettant en place. Alors, si on va trop loin, on dit que ça devient hygiéniste, mais si on le met en place, on a quand même réduit la mortalité dans bien des cas. Et je ne sais pas, Daniel, ce que vous faites à vos amis ou à vos enfants, mais je pense que ce n'est pas les pratiques de chirurgie ou d'obstétrique. C'est vrai. Et c'est ça le truc. Mais pour les enfants, on stérilise le biberon, sans être un chirurgien. Ah, plus maintenant. On ne stérilise plus? Moi, j'en ai un petit à la maison, je suis au courant des dernières. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, mon petit frère, il y avait tout le matériel pour stériliser. Maintenant, on ne stérilise plus, hein, on nettoie. On nettoie au savon, certes, mais on nettoie, on ne stérilise plus. En fait, là, ça a beaucoup changé, notamment à cause de ça. Hein. Mais l'idée, c'est que pour des gestes intrusifs, comme se curer des trucs dans l'œil, ou faire de la chirurgie, ou faire un accouchement, là, il faut viser qu'il n'y ait pas grand-chose, parce que un seul mauvais passager, c'est l'horreur, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas trop fait. Et je vais vous donner 2 exemples de trop fait. On se frotte encore les mains, moins c'est vrai, au gel hydroalcoolique contre la Covid. Êtes-vous conscient qu'il n'y a pas une preuve scientifique de transmission du SARS-CoV-2 par la peau? C'est uniquement aéroporté par les... Si vous avez un masque, vous pouvez prendre un supplément. Alors, au début, on ne savait pas. Donc, dans le doute, gel hydroalcoolique. Maintenant qu'on le sait, les gens continuent à se frotter les mains, ça bousille leur microbiote, ça ne sert à rien. Même en période de gastro, il n'y a pas d'intérêt? Alors, gastro et grippe. Période de gastro et grippe, là, vous pouvez reprendre ça parce que là, on a des preuves que ça peut être manuporté. Deuxième exemple. Non, je ne vais pas prendre le deuxième exemple. Voilà. D'accord, bon, le temps passe. S'il vous revient, allez, on reprend des questions dans la salle. Moi, j'ai une question par rapport au savon. Moi, je me lave tous les jours, mais au savon dur, est-ce que ça revient au même ou pas? Déjà, ce savon dur, si tu veux, il a coûté moins cher en énergie à transporter jusqu'à toi. Il ne contient pas normalement beaucoup de conservateurs ou d'antioxydants. Donc, il est à la fois meilleur pour ta santé et la santé de tes microbes. Donc, c'est plutôt bien. Après, une fois de plus, il faut reprendre cette habitude, surtout par rapport aux ressources en eau. Il va peut-être falloir arrêter de se laver tout le temps. De la même façon, il faut aussi reprendre l'usage du gant. Parce que le gant, il a deux vertus. La première, c'est qu'on peut très bien utiliser le gant en n'utilisant pas beaucoup d'eau, notamment pour les parties du corps qui sentent le plus et le plus vite. Et deuxièmement, il frotte. Mais en fait, c'est un traitement très différent, d'accord, auquel le microbiote est préparé, parce que si tu veux, ton microbiote, il a été adapté au fait qu'à un moment, tu te frottes, tu vois, ou qu'il y ait des perturbations mécaniques. Ça, il y est adapté. Il sait survivre à ça, c'est-à-dire qu'il en reste quelques-uns, puis il repeuple. Le savon, c'est tout nouveau dans l'évolution, et donc beaucoup de microbes ne sont pas adaptés, parce que c'est nouveau. Alors, je vois plusieurs mains qui se lèvent. On va prendre 3 ou 4 questions en même temps. Réfléchissez bien à votre question. Il ne faut pas que ce soit une qui a déjà été posée. Et on va vous tendre le micro. Qui a le micro? Bonjour. Quelles sont les fonctions des micro-organismes et combien sont-ils? Alors, on a déjà un peu dit, mais on peut le redire. Les fonctions des micro-organismes, combien sont-ils? Une autre ici? On dit que l'homme, avant, c'était des poissons. Mais on dit aussi que c'était un singe, alors c'était quoi du coup? Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'étaient les humains avant? Je comprends l'idée de cette question, c'est très intéressant. Ensuite, on doit se laver combien de fois par semaine? Ou par an, peut-être, on ne sait pas. C'est peut-être par an que ça se chiffre, cette histoire. Alors finalement, effectivement, puisqu'on est dans les conseils toilettes, allez, une dernière. Mais donc, il faudrait que les chirurgiens utilisent moins le stérile, mais utilisent plus le savon. Alors non, les chirurgiens, eux, justement, ils vont absolument se laver bien les mains et tout, d'accord, parce qu'ils rentrent dans l'organisme.
Mais après, vous savez qu'aujourd'hui, on ne désinfecte plus les plaies quand elles sont en cicatrisation au milieu hospitalier. Sauf si ça part en vrille. Mais on laisse s'implanter les microbes, les staphylocoques de la peau qui aident à la cicatrisation. Allez, dernier conseil sur les... Après, on abordera les autres, mais sur la douche, combien de fois par semaine alors finalement? Qu'est-ce que vous ça conseillez? dépend des gens. C'était les cheveux aussi qui étaient là. C'était le lavage des cheveux. Ça dépend de vos cheveux et de la façon dont vous faites du gras. Donc vous diminuez la fréquence et puis vous arrivez à discerner la façon dont il faut faire. Moi, je ne sais pas comment vous paraissent mes cheveux. Vous avez un peu pris la pluie, mais moi, je suis arrivé à 1 fois par semaine. Mais après, ma femme a les cheveux plus gras que moi et elle ne fait pas 1 fois par semaine, elle fait plus souvent. Oui, c'est personnel aussi cette histoire, il n'y a pas de règle générale. Mais essayez de minimiser ça tout en restant une personne fréquentable et propre. Oui, c'est ça. C'est quand même aussi le conseil. Il faut quand même garder une certaine hygiène. Il y avait cette question intéressante. Alors, on nous dit qu'on a été des poissons. Vous nous avez même dit qu'on est sorti des océans. On ne sait pas trop à quoi on ressemblait à ce moment-là. Et puis après, on nous dit que c'est le singe, l'homme descend du singe. On descend de qui dans cette histoire? Alors, on ne descend pas vraiment du singe au sens où les singes descendent du même ancêtre que nous. Vous y êtes? Quand vous avez votre frère à côté de vous, vous ne dites pas « je descends de mon frère », vous descendez de votre père. D'accord? Et votre frère aussi. Du coup, on a avec les singes un ancêtre commun qui devait grosso modo ressembler à un singe, et ça nous met il y a une dizaine de millions d'années en arrière. D'accord? Si on remonte encore en arrière, je sais pas, c'était une sorte de rat ou un truc comme ça. Ça ressemblait à un rat ou un truc comme ça. Si on remonte il y a 400 millions d'années, là, ça ressemble plus à un reptile qui sort de l'eau un petit peu, mais qui vit un peu dans l'eau. Et si on remonte encore en arrière, c'était un poisson. Donc la réponse... c'est un ancêtre commun avec les poissons qui ressemblait plus à un poisson qu'à nous. Ouais. En fait, plus on remonte, toute cette histoire, c'est une histoire de maillons, et si on remonte vraiment au tout début, on a un ancêtre commun avec tous ces micro-organismes dont vous nous avez parlé. Et qui étaient un microbe. Ce sont nos lointains cousins, finalement, tous ces micro-organismes. À un moment donné, absolument, il y a eu un seul être humain. Et c'est vrai que ce lointain parent commun ressemblait plus à un microbe d'aujourd'hui qu'à nous. Voilà. Et sur le nombre des microbes, alors on ne sait pas, mais on évalue qu'il y a entre 100 millions et 1 milliard d'espèces de microbes si on compte les virus. Et ils servent à quoi? Était trop vaste pour qu'on puisse y répondre en 2 minutes. Ils font tout le monde qui vous entoure. Ils altèrent les roches, ils font les gaz à effet de serre, ils font le cycle de l'eau, ils font la qualité de l'eau, ils font les sols, ils font la santé des plantes, ils font vous, ils sont au cœur de tout ce que vous pouvez imaginer qui n'est pas le produit purement de l'homme. Ce sera une très belle conclusion. Un grand merci à vous, Marc-André Sellos, et merci pour vos questions. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement parce qu'il est vraiment passionnant, ce monsieur.